Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, vous rêvez d'entrer dans le club des nouveaux darons, ceux qui essayent d'en faire au moins autant que les mères à la maison. Rémi Guilloton a des idées pour vous, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en physique-chimie. Question du jour. Que décrivait dans l'Antiquité le mot atomos? Bon allez, il y a un indice quand même sonore. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec PhysiGeeks, alias Romain Rennes. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, sujet du cours particulier du jour, le bonheur à l'école dans la vision qu'en propose l'UNESCO. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Rémi Guilloton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur School TV. Vous êtes vous-même le fondateur d'un univers médiatique qui s'appelle Daron TV et vous publiez aux éditions Solar Nouveau Daron. Bienvenue au club et je veux bien qu'on commence par le sous-titre. Des conseils et partages d'expériences pour s'investir vraiment dans la paternité. Je pense que le mot important de la phrase, celui qu'on surligne, c'est vraiment, parce que les pères s'investissent plus que dans les générations précédentes, mais plus c'est pas forcément assez, c'est ça l'idée? Plus c'est pas forcément assez parce que les enquêtes le montrent et les chiffres ne sont pas bons. Donc voilà, ce livre est fait aussi pour motiver les pères à s'investir avant, pendant, après. Donc avant la grossesse, enfin le début de la grossesse, le pendant et l'après, parce que quand on est investi avant et pendant, forcément, en principe, on est investi après. Ces chiffres, on peut en rappeler quelques-uns, 3h26 par jour de tâches domestiques pour les femmes, 2 heures pour les hommes, 54% des femmes qui déclarent s'occuper majoritairement des tâches ménagères contre 7% des hommes. J'arrête là avec les chiffres, mais tous les autres sont du même acabit. Pourtant, quand on lit vos remerciements, les darons investis, ça existait avant, votre père. Ouais, mon père, en fait, mon père, il était investi. Il était précurseur. Non, parce qu'il était investi dans, si vous voulez, la possibilité, la facilité de dire je t'aime, de montrer qu'on est fier de ses enfants, de les soutenir, mais il est issu d'une génération des années 80-90 qui avait pris le parti, en tout cas dans les couples, pour la plupart, j'ai beaucoup d'amis dans ce cas-là, de faire maman à la maison et papa au boulot. Donc en fait, j'avais la chance, si vous voulez, d'avoir un père précurseur dans les sentiments, parce qu'à l'époque, et encore même maintenant, c'est très dur de dire je t'aime pour un homme, sans faire de généralité, mais c'est un fait. Et mon père n'était pas dans ce cas de figure-là, mais il n'était pas à la maison. Donc précurseur... Précurseur, en tout cas, dans le côté dont on parle beaucoup, ce qu'on appelle le renforcement positif en éducation positive, qui est cette notion de je suis à tes côtés, je t'encourage, ce qui n'est pas rien. Il vous disait qu'il vous aimait souvent, et ça, c'est quand même un des conseils qui parcourt absolument tout votre livre. Il faut apprendre à dire ses émotions, il faut apprendre à communiquer. Oui, pour un papa, pour un homme en général, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à dire les choses telles qu'elles sont. J'ai plein d'amis qui maintenant commencent justement à se livrer un petit peu, mais ça reste encore compliqué pour un homme, vraiment, de dire les choses. Et donc, ce que je conseille au papa, c'est que déjà, ce qui est le plus important pour moi, dans la relation avec un enfant, c'est de prendre soin. Et prendre soin, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de son enfant. Et le soin est souvent le domaine de la mère. Quand le père prend ce rôle-là à cœur, forcément, il y a un développement un peu différent et un peu plus fort dans la relation avec l'enfant. Et donc, prendre soin, c'est aussi savoir dire je t'aime. Communiquer, on l'a dit, prendre soin, on y reviendra, mais aussi s'informer. Là, je reprends le bouquin par le commencement et pas par les remerciements à votre papa. C'est le premier conseil que vous donnez si on ne peut pas être complètement largué dès le début de la grossesse. Ouais, si on ne veut pas être complètement... Vous parlez devant 2 darons quand même. Oui, je parle devant 2 darons. Ouais, quand même. Et j'espère quelques autres qui nous regardent. Tant mieux. Non, mais pour moi, l'important, c'est déjà de vouloir s'informer, de vouloir savoir ce qui se passe. C'est la raison de ce bouquin. C'est surtout dire au père, parce que moi, je me suis informé en lisant les livres de ma nana. Je prenais les livres de ma femme pour m'informer en me disant attends, t'en es où? Donc ok, 3 mois, ok, donc 3 mois il se passe ça, les hormones, le chamboulement. Moi dans mon livre j'explique tout pour que le futur papa puisse avoir toutes les clés, et à partir du moment où on prend, ça démarre au moment où on achète le livre en fait. Oui, absolument. Au moment où on achète le livre, il y a déjà un investissement. On a notre livre à nous quoi. Voilà, c'est ça. Et donc dans l'idée c'est qu'à partir du moment où on se dit ok, je veux être investi dès le commencement, à partir du moment où on a le test de grossesse positif, on s'embarque vers une aventure extraordinaire. Communiquer, s'informer, mais aussi écouter et pas seulement entendre. Donc c'est aussi tout un truc sur la... Oui, ça vous fait marrer. Non, ça me fait marrer parce que ce que je dis, c'est écouter. Écouter, c'est s'écouter, c'est se regarder. On ne peut pas écouter en étant... je sens que vous allez sortir un smartphone. Avec le téléphone, ouais, non, mais bien sûr, non, mais t'as raison. Je comprends pas. Et en envoyant des mails au boulot ou en répondant sur un WhatsApp, machin. Donc en gros, il faut qu'on puisse communiquer, mais ça aussi, c'est dès le début pour ensuite pouvoir communiquer
notamment la première année du bébé, ce qu'on appelle le baby clash. On est tellement dans un beau... Hein? Oui, on est d'accord. Il y a Romain qui Je sais pas opine s'il y du a une bonnet. statistique sur le nombre de couples qui se séparent avant les 1 an de l'enfant, mais Alors, justement, il y en a. Il y en a, ouais. Justement, bien sûr, plein. Mais Ouais. le premier conseil, c'est de se dire, la première année, pas de décision hâtive ni de décision importante. Vous n'êtes pas vous-même. On n'est pas en Vous état. êtes Parce que ce qu'on ne fatigué. mesure pas, notamment quand on est un homme, ce sont tous les chamboulements hormonaux qui mènent la vie dure aux femmes. Et ça, Bien vous sûr, rappelez ça. bien sûr, parce que on fabrique la vie en fait. Vos femmes fabriquent la vie, tout simplement. Ça a l'air bateau comme ça, hein, mais donc il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Les hormones leur mènent la vie dure. Il y a plein de, enfin, il se passe, mais oui, c'est la création de la vie. Donc là, il faut comprendre pour pouvoir justement communiquer, avancer d'une manière un peu légère. Il y a plein de conseils pratiques, il y a plein de chiffres aussi dans le bouquin, pas trop, hein, c'est vraiment un livre qui se lit de manière hyper agréable, bravo d'ailleurs, mais j'ai retrouvé aisément. Là, je vous montrer, regardez, ça ressemble à ça, voilà. Vous voyez, c'est pas un essai scientifique, il y a des conseils, une lecture qui est très aisée, mais j'ai retrouvé les chiffres du Baby Clash, et ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique, enfin bref, de l'INSEE, qui révèlent en 2021 que 12,8% des familles françaises avec un enfant de moins de 3 ans seraient séparées. Donc, Voilà, ça répond à ma question. comme dit Rémi, ça pose l'ambiance. Ben ouais. Au chiffre de ces conseils pratiques, alors vous dites l'amour c'est bien, dire je t'aime c'est bien, il y a encore mieux que l'amour, il y a les preuves d'amour. Ouais. Et alors là, mais ça, je me suis dit après tout c'est peut-être un truc aussi pour que les mamans ou les futures mamans offrent le bouquin à leur conjoint. Petit déj au lit, massage. Bien sûr. Ouais. En fait, il faut prendre soin l'un de l'autre. C'est-à-dire que bien sûr que l'attention va être portée vers la maman et c'est bien normal. Mais il faut aussi que la maman soit attentive au comportement du père. Je parle vraiment dans la création pendant ces 9 mois. Parce que lui aussi peut avoir des doutes, des peurs, des angoisses. Il faut qu'on puisse communiquer. Vraiment, la clé, c'est la communication. Ceci étant dit, pour le papa, pour le coparent, l'important aussi, c'est de prendre soin de la maman. Et d'aller au bout. Alors, donc, bien sûr, je donne des conseils. Je donne ce conseil de... La méthode du massage. Exactement, le petit massage. Et puis, ça crée du lien aussi. Absolument. Être à l'écoute de la future mère, puis de la mère quand l'accouchement a eu lieu, mais sans arrêter de s'écouter soi-même. Et ça, c'est quelque chose que l'expérience vous a appris, la nécessité de prendre du temps pour vous. Parce qu'au début, vous étiez un peu en sur-régime. Un papa un peu stressé, disons. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, je prends souvent la métaphore de l'avion. En cas de turbulence, quand les masques tombent, on le met d'abord sur soi, et puis ensuite, on aide les autres. Donc en gros, si on est vraiment dans un marasme absolu de fatigue, d'angoisse et encore une fois de stress, parce que c'est une nouveauté pour tout le monde en fait, hein. On a beau avoir une grossesse de 9 mois, on s'y prépare, mais quand le bébé est là, il est là, donc on est papa et maman pour la première fois. Et c'est une source de stress supplémentaire. Donc il faut prendre soin de soi et prendre soin aussi de la maman. Je m'explique, plus on investit en tant que père, plus on peut se permettre de dire à la maman, prends du temps pour toi, je m'occupe du petit ou de la petite. Ouais, je gère. Je gère, mais je gère, attention, je gère de A à Z. Il ne s'agit pas de faire pas en chauffer un biberon et demandant- changer une couche. Non. Ouais, c'est ça. Si on a besoin de prendre un rendez-vous chez le Et pédiatre. puis je sais faire tout seul, je ne suis pas en train en permanence Exactement. de demander comment Exactement. on fait. Et je Pour que sais maman qu'il faut se perde faire. du temps. Vous avez Ouais, tout voilà. cet aspect de charge mentale. C'est ça. Et puis ça déstresse aussi, à partir du moment où on s'est investi durant tout le processus, ça déstresse aussi la maman. Quand le père n'est pas là, quand le père est absent, quand le père n'y connaît rien, la maman n'ose pas laisser le bébé. Ouais, elle hésite à déléguer. Exactement. On peut la comprendre. Dans les passages obligés, il y a les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et alors là, c'est pas un CPE, c'est le modèle surveillant général à l'ancienne. La science scolaire a mis interdiction de sécher. Interdiction de sécher, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Ce livre aussi est un recueil aussi de témoignages de papas. Oui, connus il et y en moins a connus. plein qui parlent, absolument. Voilà, qui nous donnent leur vision, et notamment un invité qui me dit je regrette de ne pas avoir assisté au cours de préparation, parce que le jour J, j'étais largué. Eh ouais. Alors on peut aller plus loin. Moi, je parle beaucoup d'autonomie aussi, de prendre des cours d'autonomie. Ouais, on va en reparler de ça. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, c'est important, justement, pour pouvoir, encore une fois, hein, j'y reviens et je vais le répéter plusieurs fois, mais pour être à deux, vraiment dans cette grossesse et cette naissance. Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et puis pour tout ce qui va suivre aussi, il y a un autre mot-clé qui est anticiper. Alors notamment, c'est hyper concret, hyper pratique, mais prévenir son employeur longtemps à l'avance. Voilà, il ne faut pas attendre que l'enfant soit né pour dire On sait à quel point c'est à compliqué. 18h, salut, je me Ouais, casse. c'est ça. On sait à quel point c'est compliqué professionnellement en France. Certains pays, et on va en reparler encore, mais les pays scandinaves ont fait le boulot. Et On peut le dire, en France, c'est 28 jours le congé voilà, paternité. nous c'est 28 jours, mais ce que je veux dire par là, Vous c'est proposez des manifs avec un slogan ouais, non, mais on va s'en occuper de ça prochainement.
prochainement. On va sortir avec des banderoles. Non, mais ce qu'il faut, c'est de se dire que, professionnellement parlant aussi, les boîtes n'ont pas compris que la naissance d'un enfant, c'était aussi important pour un papa d'être présent à la maison. Et donc, il faut aussi que les boîtes, que les entreprises comprennent qu'on a besoin de se dégager du temps. 28 jours, c'est super, par rapport à certains pays, c'est encore très peu, mais que les boîtes puissent prendre le relais. Je pense à certaines boîtes de la tech qui l'ont bien compris, et qui ont analysé le truc et qui se disent, OK, tu as 28 jours, mais on va t'analyser, on va te libérer du temps sur ton planning pour que tu puisses justement être un peu plus à la maison. Et ça, c'est important. C'est la clé. Rémi Guilloton, tenancier du club des nouveaux darons. Ouais. C'est des conseils et partage d'expérience pour s'investir vraiment dans la paternité. Ça vient de sortir. C'est chez Solar et on va continuer à en parler dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on retrouve un autre daron qui est aussi enseignant. Il se marre. Anti-sèche. Romain Rennes, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeur de physique-chimie en collège depuis 16 ans et depuis 2021, vous faites de la vulgarisation scientifique avec humour sur le compte PhysiGeeks. Plus de 200 000 followers sur tous les réseaux. On cumule TikTok, Insta, YouTube, Facebook. Et vous publiez chez Hachette Physique-Chimie, un ouvrage qui couvre les programmes de collège et de lycée. Vous vous y connaissez un peu en daronitude. Vous, Rémi, en physique-chimie, vous vous y connaissez Moins. Ça va plus être... Ok, c'est le moment de Romain. Je suis attentif. C'est ça, j'ai plus de compétences en daronitude que vous en physique-chimie, c'est ça. Que décrivait dans l'Antiquité le mot atomos? C'est notre question du jour. Il y a quand même un indice quand on écoute atomos. Même vous y arrivez. Oui. Atome en anglais, ça veut dire à la maison, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, fin de l'émission, c'est parfait. Alors atomos, ça veut dire en grec, ça veut dire insécable, donc qui ne peut pas être séparé. Et donc effectivement, comme vous l'avez deviné, ça a donné le mot atome, parce qu'en fait, dans l'Antiquité, on s'affrontait déjà pour savoir de quoi était constituée la matière. Est-ce que c'était des petites particules, des petites choses qu'on pouvait tout simplement qui étaient incassables? Et ça, c'était la théorie de Démocrite. Purement philosophique. Il n'y a pas l'ombre du début d'une... L'expérience de la pensée, elle est simple. C'est Démocrite, le disciple plutôt de Démocrite, c'est son disciple. Il disait, voilà, je prends une poterie, je la casse en deux, j'ai des bouts de poterie, jusque-là tout va bien. Je recasse encore un bout de poterie en deux, j'ai des petits bouts, et à un moment, je ne pourrai pas aller plus loin. Et donc cette petite partie, qu'on appelle insécable, qui ne peut plus être coupée, on appelle ça donc atomos. Et donc les petites particules. C'est pas mal. On a Démocrite, dans la foulée Aristote, qui propose une matière continue composée de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Exactement. Et puis là, après, pendant 2000 ans, tous les élèves de l'école, qui n'existaient pas à l'époque, mais ils auraient cartonné, parce que ça bouge plus. C'est ça bouge plus. Alors effectivement, si pour revenir rapidement sur Aristote, c'est que pour lui, il y avait 4 éléments. En fait, il y en avait un 5e, parce qu'il y a vraiment ce qui tendait, on va dire, les philosophes à l'époque, c'était l'histoire du fait qu'il y ait du vide. Donc dans la théorie de Démocrite et de Leucippe, il y avait du vide, puisque s'il y a des petites particules, il y a du vide autour, alors que dans la théorie d'Aristote, il n'y a pas de vide. Et en fait, il a comblé ça en disant qu'il y a un 5e élément qui s'appelle l'éther, dans lequel, voilà. Et puis il avait des arguments, il disait, si je mélange du feu et de l'eau, ça fait de l'air, donc la vapeur d'eau, si je fais chauffer, voilà. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça à l'époque? Et il faut attendre 1803 pour que l'atome revienne, et c'est John Dalton qui nous le raconte. Exactement, John Dalton, qui a donné son nom d'ailleurs à la maladie, le daltonisme, dont il était atteint, il a fait des recherches là-dessus, et c'est John Dalton qui prouve, alors il y a eu d'autres gens avant lui, Lavoisier, etc., qui ont fait des travaux, mais c'est lui qui prouve que oui, la théorie atomistique était donc la bonne. Thomson ensuite. Effectivement, Thomson. Un siècle après, on est fin 19e. Alors, mais Thomson, lui, il étudie les rayons cathodiques. Exactement, mais surtout, il va casser le fait que l'atome soit insécable, puisqu'il va montrer que dans l'atome, il y a d'autres trucs. Et pour qu'on comprenne tout ça, vous proposez de s'intéresser aux cookies. Exact, oui, en fait. Alors lui, il a proposé du. Alors, en fait, il est super, c'est PhysiGeeks quand même. La vraie histoire, c'est qu'il parle de plum pudding, qui est un dessin ignoble anglais. Donc en fait, lui, il imagine que l'atome. Donc il a découvert l'électron, et il imagine que c'est comme un pudding dans lequel il y aurait donc c'est des grains de raisin. Il estime que la pâte du pudding serait positive et que les petits grains de raisin seraient donc des électrons. Voilà. Et que du coup l'ensemble serait neutre électriquement, c'est-à-dire que la pâte elle serait positive et qui compenserait les charges négatives. Alors moi, dans mon livre je parlais justement de cookies parce que c'est plus parlant pour nous. Voilà, un cookie, il faut imaginer un cookie sphérique. Toujours autour de la question du vide, il y a un nouveau modèle qui est proposé, si je vous ai bien compris, par Rutherford, qui dit que l'atome est... bonne note, hein. C'est bien. Non mais j'ai l'anti-sèche, c'est le nom de la rubrique. L'atome est principalement vide. Ah oui, alors lui, du coup justement, donc là, il fait cette grande question du vide, quoi. Il fait exploser le modèle chacun fait exploser le modèle de l'autre. Alors on pensait que l'atome c'était quelque chose de plein et solide, et Rutherford lui a prouvé que non seulement l'atome est composé à 99,9% de vide, et qu'en fait au milieu, donc il y a un noyau qui est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, 100 000 fois, c'est imaginez une tête d'épingle et vous la placez au milieu du Stade de France, et en fait l'atome qui correspond, ce sera le Stade de France complet.
Il n'y a rien d'autre dedans à part des choses plus petites que la tête d'épingle. Le problème, c'est que notre bon Rutherford ne peut pas expliquer la stabilité des électrons, professeur. C'est ça. Et là, on a besoin de Niels Bohr. Exactement, on a besoin de Niels Bohr, effectivement, c'est le moment où la mécanique quantique apparaît. Donc là, on arrive quand même à des choses un peu plus complexes qui expliquent que justement, il y a déjà, il faut que les atomes soient répartis par différentes couches électroniques qui ne sont pas tous au même niveau. Et puis après, il y en a un qui va montrer que donc c'est ça y est, j'ai un trou, c'est parfait. Après Bohr, je ne sais plus. Moi, j'avais noté après Schrödinger et Heisenberg, mais c'est encore l'étape d'après. C'est ça. Celui qui a prouvé, c'est le modèle qui contient le neutron. James Chadwick, voilà, c'est bien si j'avais un trou. Donc James Chadwick qui lui va découvrir le neutron et qui va montrer qu'en fait, oui, dans un noyau d'atomes, il y a des protons, mais en fait, c'est deux particules positives et on le sait tous, plus c'est plus, ça se repousse. Comment ça fait pour tenir? C'est pas stable en fait, électriquement parlant. Et donc en fait, c'est parce que James Chadwick va prouver qu'il y a des neutrons qui vont permettre justement la cohésion de tout ça. Voilà. Et après, on arrive dans des trucs qui pour moi sont super compliqués. La théorie des cordes, les Schrödinger, toutes ces choses-là. Et là, on fera peut-être une autre émission un jour là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Romain. On vous suit sur Physique X et on se procure Physique Chimie chez Hachette, surtout si on a des enfants qui sont à l'école, au collège et au lycée, mais on peut le lire soi-même. Regardez, hop, je vous ouvre une page au pif, c'est plein d'illustrations, il y a des plum pudding, bon, de temps en temps, il y a des formules un peu mathématiques, mais il en faut quelques-unes, on ne peut pas y échapper complètement. On se retrouve demain, la question pour demain, quel savant du monde arabo-musulman est considéré comme le père de l'optique moderne? Et pour le moment, on retourne en terre de daronitude, on ne l'a pas vraiment quitté, avec notre invité Grand Oral. Autre chose à anticiper quasiment dès la conception, c'est le mode de garde. Et oui, parce qu'on le sait à quel point c'est compliqué. On sait à quel point c'est compliqué de trouver le bon mode de garde adapté au couple, adapté à la vie professionnelle. Et donc là, je donne un peu toutes les mais pour la crèche, c'est carrément, c'est quasiment avant même de. Oui, c'est au moment où le petit bâton affiche les deux petites barres. Ouais, voilà, limite. C'est 9 mois avant, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, il faut s'y prendre très très tôt. Et ce livre permet en effet au couple, en tout cas au papa, de créer la discussion, en tout cas dans le couple, et d'amener des discussions sur la garde. C'est important de s'y prendre très très tôt. Ouais. Dans les discussions qu'il faut avoir avant, il y a aussi quand même des discussions sur l'éducation. Et vous dites ça, c'est une petite discussion alors, soit qu'on n'a pas l'idée d'avoir, soit qu'on évite, soit on se dit de toute façon, on sait, mais cet enfant, on l'aimera, on va se mettre d'accord. Non, parce que en fait, il y a quelque chose qui est assez dingue, c'est que un couple de parents, c'est avant tout deux identités, deux éducations différentes, deux modèles différents. Et l'éducation, on ne l'aborde quasiment jamais avant la naissance. C'est sur le fait. On se dit alors attends, tu fais comment? Et notamment quand l'enfant grandit, les petites crises, les 2 ans, le terrible tout, c'est là qu'on commence à se dire donc toi tu l'envoies dans la chambre, et toi tu lui fais un câlin. Non, mais ça, il faut en parler. Pareil, c'est une discussion pendant la grossesse, je sais pas, à la terrasse d'un café. Et de se dire comment tu l'envisages. En vrai, peut-être même avant quand même. Parce qu'une fois que la grossesse est là, si c'est pour faire le constat, on est en désaccord absolu sur ces trucs-là, c'est un peu tard. J'imagine, j'ose espérer que quand un couple s'aime et se met ensemble, en principe, on arrive à trouver des accords. C'est vrai, vous croyez ça vous? Oui, j'espère. Enfin, j'espère. Jeune padawan. Communiquer au sein du couple, ça on l'a déjà dit, mais communiquer aussi avec le bébé, vous l'avez mentionné, vous êtes grand fan d'aptonomie. Oui. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors c'est une technique, une découverte d'un médecin hollandais qui, en tout cas, permet surtout au papa. Puisque nous, on vit la grossesse, on est dehors, on vit la grossesse à travers le ventre. Et justement, ça nous permet de rentrer en contact avec le bébé par ce qu'on appelle des appels, des touchés, la voix, l'oscillation de la voix. Et tout ça nous permet justement de se dire, OK, nous sommes, encore une fois, tous les trois connectés. Et on le sait, le bébé nous entend. Et voilà, c'est ce que j'ai appris en vous lisant, c'est tout ce que le bébé ressent, entend et même voit. Bien sûr. Dès la 25e semaine de grossesse. La lumière dehors, il la voit. Il faut s'entendre, mais il y a une perception de ça. Quoi. Il y a une perception de ça. Je vais vous donner un exemple concret dont je parle dans le livre. C'est que quand ma première fille est née, au moment de la poussée, des contractions, ma femme avait de grandes douleurs, forcément, bien sûr. Mais les douleurs étaient tellement intenses que la petite a commencé à faire un décrochage cardiaque. Et donc là, le service médical est arrivé. Forcément, là, on met un peu le papa de côté et c'est bien normal. Mais on m'a posé la question. Soit on trouve une solution rapide. Et la question, est-ce que vous avez fait de l'aptonomie? Alors, on était sur une maternité, encore une fois, hyper là-dessus, on va pas se mentir. Et j'aurais dit oui, j'ai fait de l'aptonomie. Vous pensez que ça peut nous aider? Allez-y. Donc là, on reprend notre session un peu dans la douleur, mais en tout cas dans l'apaisement, et on essaye d'y aller. Donc moi,
ma femme et le bébé. On est 3 dans cette histoire. Et 5 minutes après, elle était là. Et ouais. Voilà. Et Je donc, pense c'est qu'elle pas a mal. compris que papa lui disait que c'était bon, que tu pouvais venir et que tout était OK pour nous. Il fait bon, tout ça. Voilà. Dans le même registre du contact sensoriel, papa, après, Peau à peau. Eh ouais. Peau à peau, c'est vraiment... Bon, déjà, la connexion. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'être connecté à son bébé cœur contre cœur. Justement, pour libérer ce stress, reprendre un peu de tranquillité, être ensemble et reconnecter. Nous ne sommes que chair, sang, amour, cœur, et on a besoin d'être ensemble. Et ce moment qui est l'accouchement, hein, qui est... moi, encore une fois, je reviens sur ma première, parce que la première, c'est le moment où on découvre un peu tout, mais les cuillères, ce moment un peu de stress, machin. Pour un bébé aussi, c'est stressant. Bien C'est sûr, stressant c'est pour très tout le violent. monde, et c'est très violent. Donc on a besoin de ce moment où on s'apaise. Passer du temps avec maman, en peau à peau aussi. Ma femme est restée, je pense, à peu près 2 heures avec la petite. Et ensuite, j'ai pris le relais. Et ce moment ensemble de connexion, c'est irremplaçable. ah ouais. Et ça laisse des traces pour, Ça laisse des traces pour l'après. Exactement, pour la suite. Au chapitre des conseils concrets, très ancrés dans la vie quotidienne, vous en consacrez un de chapitre à la façon de gérer les proches, Ouais. que vous appelez la horde. La horde. Mais forcément, et Et ça fait marrer. Et ça fait marrer Romain. C'est ça. j'y vais avec un mot un peu fort et forcément toute la famille est pleine de bienveillance et d'envie de découvrir et C'est ça. de nous dire c'est super, on est heureux. Mais Il faut se protéger. faut se protéger parce qu'on est quand même, c'est une première fois pour tout le monde et puis même la deuxième d'ailleurs, mais on a besoin d'y aller un peu tranquille. Donc je donne des conseils pour justement prévenir tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Vous donnez aussi des super idées de cadeaux. Alors, je dois vous dire qu'il y en a un qui est un des cadeaux que ma femme fait prioritairement C'est à vrai ses copines qui ont des enfants, qui est de donner du temps. Eh oui. Qui est de donner du temps à la maman, au papa, et qui est de dire à un moment donné, je vais m'occuper de l'enfant, voilà. Mais il y en a d'autres d'idées de cadeaux. Mais vous dites, c'est vachement mieux que finalement. Disons que les doudous, on en a 72. Les donc, doudous, les vêtements, qui de toute façon, c'est compliqué de choisir la bonne taille, le truc. Puis bon, en règle générale, les parents se font quand même poser la question de comment ils allaient habiller leur enfant. On est d'accord. Voilà, Non, dans les premiers mois, on a besoin de temps, on a besoin de souffler, on a besoin de se retrouver. c'est ça. Alors attention, hein, c'est important d'être connecté au bébé dès le début, mais on a besoin de souffler. Alors on a la possibilité aussi de proposer au couple de leur faire à manger. C'est ça, De leur dire, débarquer avec un dîner. Voilà. Moi, c'est ce qu'elle fait. C'est ça. Et tu fais rien ce soir. Tu fais rien ce soir, je m'occupe de tout. Voilà. Tu peux te permettre de leur dire, écoute, là, je vais cuisiner pendant une après-midi. Voilà. Une amie, une maman, un papa, peu importe. Je vais cuisiner pendant une après-midi, on te met tout au congélo. Et C'est puis vrai. ensuite, Et toi, canapé. t'as juste à faire chauffer, t'as plus à être là avec ta mais casserole, c'est ça. à faire machin. Et surtout, Et on peut même venir à la maison et chauffer pour les. absolument. Et des moments aussi des moments de détente. C'est ça. Des moments d'apaisement. Qui sont quand même des choses extrêmement importantes. L'enfant est né, vous êtes rentré à la maison, vous avez triomphé de tous les obstacles. L'un de vos premiers conseils, c'est aussi de faire dodo. Pas l'enfant, vous. Bah alors, C'est crevant, en fait. C'est un truc qu'on ne conseil mesure pas. qui parfois est pris un Vous peu. vous souvenez, moi je me souviens aussi. Ah oui. Ah ouais, moi je. Voilà. Moi, depuis que je suis devenu père, maintenant, quasiment à chaque fois que j'apprends une naissance, je crois que le premier truc que je mets à peu près dans tous les SMS, c'est j'espère que t'es pas trop crevé, repose-toi. Quasiment partout. Souvent, c'est Quand on ce l'a qu'on pas dit, vécu, c'est on quand se ton rend pas bébé compte. dort. Ouais, c'est ça. Tu choisis pas aussi non plus Bien le sûr, moment. bien Voilà. Mais la plupart du temps, et on va se le dire, les débuts, on est tellement fatigué qu'on est capable de s'endormir sur un accoudoir, debout contre un mur, on est capable de tout. C'est vrai. Donc profites-en et dors. Voilà. Là encore, il y a plein de tips malins dans le bouquin. Par exemple, quand vous rappelez que l'inégale répartition de la charge mentale, alors on a parlé du père, de la mère, du couple, mais ça vaut aussi chez les grands-parents. Et ça, on n'y pense jamais Ouais. quand on leur demande de garder. C'est qu'en fait, c'est la grand-mère qui va se... C'est la grand-mère qui gère le. Alors surtout Ouais. avec encore une Dans fois ces générations-là, beaucoup ouais. d'amour et je vais faire des généralités, mais c'est Ouais. l'ancienne génération. Donc forcément, là, on va se le dire, c'est maman, c'est la grand-mère qui gère. Ouais. La Manou, la Mamisa, la Mam. Là, vous savez que maintenant les grands-parents ont des nouveaux noms de papy et de mamie. Hein, nous, ils s'appelaient papy, mamie, ils étaient au fond du jardin, ils plantaient Ouais. des rhododendrons. Maintenant, ils s'appellent Manou, Papou, Papisa, Maminou, et ils ont forcément aussi, au-delà de ça, des activités. Ils font plein de choses. Donc, ils sont forcément un petit peu moins dispo. Et quand ils le sont, c'est la grand-mère qui gère le planning, ça, c'est sûr. Ouais. Dernier conseil, il est important, un tout petit peu contre-intuitif quand on connaît votre présence à vous via l'univers d'Aron TV sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même de ne pas écouter tout le monde parce que les conseils, ils vont pleuvoir dans tous les sens et notamment sur les réseaux sociaux et là, il faut vraiment faire le tri. Oui, il faut faire le tri parce que... Ça peut rendre malheureux. Ça peut rendre malheureux, et puis forcément, les réseaux sociaux sont faits pour nous comparer et nous dire, ah donc je ne fais pas ça, je sais pas bien, je fais pas ci, c'est pas... Moi, ce livre, il est fait pour donner des infos, donner des conseils, essayer de guider au maximum, en tout cas les papas, puisque je m'adresse à eux, pour justement rééquilibrer cette charge mentale qui démarre dès le début, dès la naissance aussi, s'engager pleinement pour justement équilibrer le foyer. Et après ça, forcément, on va aller choper des infos, mais allez-y mollo sur les réseaux. Bon, vous aviez tout appris en lisant les bouquins de votre femme. Ouais. Peut-être que maintenant, les femmes vont lire Nouveau Daron. Bienvenue au club. Qu'est-ce
mon cœur. Qu'est-ce qu'il leur raconte? C'est ça, exactement. Bon, moi en tout cas, essai d'expérience, je vous en conseille vigoureusement la lecture. J'ai appris plein de choses que je pensais savoir, que j'aurais peut-être dû savoir d'ailleurs à une époque. Et c'est super chouette. De Rémi Guilloton, nouveau daron, bienvenue au club, c'est chez Solar. Merci aussi à Romain Rennes, Physique-Chimie avec PhysiqueX, c'est chez Hachette et on le retrouve demain. Mais pour l'instant, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, on va continuer à parler pédagogie, on va aussi parler bonheur, mais bonheur à l'école, c'est une initiative de l'UNESCO. Cours particulier, donc notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On parlait d'initiative pédagogique. Le bonheur à l'école aujourd'hui, initiative mondiale, elle a été mise en place par l'UNESCO. Oui, Happy Schools, Écoles heureuses en bon français, c'est le nom de l'initiative de l'UNESCO et d'un rapport qu'ils ont sorti en mars dernier. Ça peut être surprenant venant d'une institution internationale comme l'UNESCO et pourtant, c'est très sérieux. On va définir les choses. Happy Schools, qu'est-ce qu'ils veulent montrer à travers ça? Le constat remonte en fait à quelques années. Les écoles sont plus qu'un endroit d'apprentissage pur, elles peuvent aussi incarner un endroit sûr et protecteur pour des enfants, en particulier ceux qui vivent au quotidien dans des conditions difficiles. Donc ça peut être même le seul endroit où ils peuvent s'épanouir dans un pays en guerre ou s'ils vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Donc le rôle de l'école va bien au-delà des apprentissages des savoirs. Ça concerne aussi le développement plus global de l'enfant, les savoir-être et les savoir-faire. Il a été lancé quand ce projet École heureuse? C'est Happy Schools. Alors ça a été lancé en 2014 à Bangkok en Thaïlande. C'était vraiment l'idée pour comprendre le lien entre le bien-être et la joie que pouvaient ressentir les enfants à l'école et l'impact de ce sentiment sur les apprentissages. Et il y en a un impact. Et oui, si l'enfant est heureux, il apprend mieux. Une étude de l'université d'Oxford l'a prouvé, mais attention, c'est pas magique. Ce serait trop simple. Hein? C'est ça, c'est pas parce qu'un enfant est heureux qu'il faut qu'il fasse moins d'efforts que les efforts d'apprentissage soient amoindris. Évidemment, ce serait trop facile. Ok, alors quelles sont les recommandations du rapport de l'UNESCO? Les enseignants, j'imagine, ont comme toujours un rôle essentiel à jouer. Bien sûr, un rôle essentiel. Ce sont eux qui ont la responsabilité de mettre en place un cadre bienveillant dans la classe, d'encourager les enfants à travailler ensemble, à prendre des risques aussi pour progresser plus rapidement. Ils leur font aussi comprendre que les erreurs, c'est pas grave et qu'il faut en faire pour apprendre. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui. On sait que certaines classes sont surchargées et que les programmes sont très exigeants. Mais voilà, mais j'imagine que le rapport ne met pas l'entière responsabilité de ces écoles heureuses sur les épaules des enseignants. Non, l'UNESCO insiste là-dessus. Les personnes, donc tout l'écosystème, les profs, les parents ont évidemment un rôle à jouer, mais ça doit aussi se refléter via des politiques éducatives, donc par exemple des programmes scolaires moins chargés ou des pédagogies différentes. Ça passe aussi par un lieu, une école, qui soit accessible et saine, et la promotion de valeurs comme l'inclusion et la confiance. Il y a quelques exemples assez spectaculaires, je crois, notamment autour du Yémen. Oui, alors le Yémen, un pays du Moyen-Orient qui est rongé par la guerre civile depuis 10 ans. Depuis 2014, 3000 écoles ont été détruites, et au total, ce sont 2,7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc ça représente un tiers des enfants en âge d'aller à l'école. C'est énorme. Et d'autre part, les enseignants sont payés de manière irrégulière et certains sont même victimes d'attaques. Donc vous avouez que ce n'est pas un environnement très propice aux écoles heureuses. Et donc comment ils ont fait pour finalement que les écoles yéménites soient des écoles heureuses? Mais justement, dans ces conditions, c'est vraiment là où les écoles peuvent être un îlot de paix et d'épanouissement pour les enfants. Au Yémen, l'UNESCO a en fait lancé un partenariat avec une fondation locale et avec le ministère de l'Éducation. Et les enseignants ont mis en place des choses très simples. Donc, ils ont été formés, des choses très simples dans la classe. Changer l'agencement, ajouter des décorations faites par les élèves, favoriser les travaux de groupe. Donc, tout un ensemble de choses. Et ouais, on a des premiers résultats, ça marche? Et c'est prometteur, oui. Les relations entre élèves sont meilleures. Ça favorise aussi la participation, la créativité en classe. Et ils ont moins peur des examens parce que le prof met en place un cadre rassurant. Et de manière générale, cette initiative de l'UNESCO est prometteuse dans de nombreux pays. Mais l'UNESCO est en constante recherche de partenaires pour mettre en place ces programmes sur le terrain. Et ben voilà, on pourrait faire des écoles heureuses en France. Ce serait chouette. Marie, merci beaucoup. Belle initiative. J'imagine qu'on en apprend plus en allant sur le site de l'UNESCO. Exactement. Et en tapant Happy Schools sur son moteur de recherche préféré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Sébastien Dupont, Les Pères et la Paternité. Je le rappelle, un que sais-je absolument passionnant qui vient de sortir. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope D à la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.